Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On se fait un petit point crypto et évidemment, donc comme je vous l'ai dit hier, on va pas faire d'intraday aujourd'hui parce que le S&P 500 ne semble pas spécialement intéressant, mais on va quand même y jeter un coup d'œil voir si il y a des trucs à dire. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est se faire un point trimestriel. Alors ça, évidemment, on le fera une fois tous les 3 mois. Mais comme on a eu une clôture trimestrielle et surtout comme ces clôtures trimestrielles sont extrêmement importantes, hésitantes par endroits, donc on va essayer d'identifier les poches de risque et je pense que le trimestriel ici peut nous fournir des informations. En tout cas, bon, je l'ai plus ou moins vu hier, donc c'est pour ça que je me suis dit on va faire une émission là-dessus. C'est pas des time frames que vous allez trader, hein, le trimestriel. En fait, tout simplement parce qu'en général, si vous faites du trimestriel en CFD, ça coûte trop cher, le financement, enfin bon bref. Je vous expliquerai un peu tout ça, donc on verra ça dans un second temps. Je vous fais un petit point crypto d'abord pour nos amis cryptomaniaques. Donc voilà, ça se pète encore la gueule. Les alt versus BTC commencent à performer, hein, donc bien dans les zones que je vous avais données, sous les contextes 4 heures, sous des signaux. Ça commence à payer, c'est-à-dire que tout simplement, les gens commencent à distiller leur bitcoin pour les foutre ailleurs. Donc ça fait baisser le bitcoin et c'est tout à fait normal. Normalement, ce à quoi on doit assister, hein, je rappelle comme par exemple sur ADA BTC, c'est des stabilisations, d'accord, quelles viendront normalement des pullbacks, et on y arrive bientôt, hein, c'est de dire, normalement, moi je vise difficilement plus que ces trucs-là, hein, c'est de dire que derrière, après, bon, voilà, ça devrait consolider un peu, construire un creux majeur supérieur au précédent, accumuler, breakout, et ainsi de suite, ok. Donc là, j'attends toujours des ranges, hein, on est bien sur des fins de mouvement baissier, bien baissier, ce qu'on attend ici, c'est la formation de range mature, donc c'est la alt season, c'est pas pour tout de suite, voilà, hein, c'est surtout ça que je voulais vous faire comprendre. C'était plus de dire, essayer de choper les trades ici sur les zones basses, récupérer ses gains ici, hein, donc au canal de tendance, pas récupérer ses gains, mais sécuriser ses gains, et évidemment on laisse se construire les structures d'accumulation avant les éventuels renversements haussiers, c'est-à-dire la alt season. Voilà, hein, donc c'est bien c'est vrai que cette question est revenue assez souvent. Donc attendez d'abord que la dominance BTC se casse un peu la gueule, plus que ce qu'elle ne fait actuellement. Attendez des premiers signaux de vie au niveau des alt versus BTC, c'est-à-dire de les voir performer un petit peu plus que le BTC, mais former des ranges, et quand ces ranges seront matures et qu'on aura des structures d'accumulation, là vous pourrez y aller un petit peu plus fort. D'accord? C'est plus donc spéculer pour l'instant, prendre un peu de cash et réinvestir ce cash dans les futures tendances qui pourraient émerger. Tiens, Gold se reprend, ça ne me surprend pas tant que ça. Par contre, l'eurodoll, non, et ça, on va les regarder. Alors, BTC. Donc, ça, c'est ce que je vous ai demandé de surveiller hier dans le Discord. Juste, je vous ai mis une alerte pour... Je savais que vous alliez le voir et que vous alliez commencer à twister dans tous les sens. Donc, je préférais vous faire un point là-dessus, parce qu'évidemment, c'est un contexte que vous ne connaissez pas. Donc, évidemment, tout ce qui est débutant et tout ça, ces contextes-là, vous n'y touchez même pas. Hein, on avait affaire à des bulles, on a éventuellement affaire à des cracks spéculatifs derrière, ce qui sont que des effondrements spéculatifs, ce qui veut dire que ça fait partie des marchés émotionnels et hautement psychologiques que vous ne devez pas trader tout simplement parce que vous n'avez pas le cursus pour le faire. Donc si vous attaquez encore une fois à trop de risques et à des risques que vous n'êtes pas capable d'assumer, vous savez comment ça se termine. Alors, en tout cas, vous ne mettez pas les chances de votre côté. Donc, je vous les apprends évidemment pour ceux qui sont un peu plus expérimentés. Les débutants, vous ne foutez pas les doigts dedans, hein, c'est toujours le même principe. Donc, le structure d'effondrement spéculatif, ça ressemble à un range, sauf qu'on va casser le range. C'est exactement la même chose en fait que le départ débile d'une grosse bubule. Voilà, c'est-à-dire, ouais, ça vous donne des signaux de range, et puis on les déborde, et puis oh putain merde, ça part en couille. Voilà. Donc, c'est plus de dire, c'est à peu près la même chose qu'on va avoir dans l'autre sens. D'accord? Alors, normalement, l'effondrement spéculatif est plus rapide, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette structure parabolique, il a plutôt une structure linéaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on invalide les ranges, et c'est ce qu'on est en train de faire, les boules n'achètent plus et le marché s'effondre sur lui-même, ce qu'on appelle l'effondrement spéculatif. Normalement, on casse systématiquement des moyennes de prix et on revient casser des supports majeurs. Voilà, c'est pour vous dire un peu la psychologie du truc. C'est hautement psychologique, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne cherche pas des niveaux de retracement ou des trucs comme ça, on sait que c'est minimum, on va dire 30-35% parce qu'il faut que ça marque les esprits. Donc normalement 30-35% de baisse, on va chercher sous un support majeur et on casse des moyennes de prix. Bon, normalement là, ça vous permet de comprendre globalement qu'ici on risque de ne pas vraiment trouver un support et qu'on va très probablement aller péter sous cette zone-là. Donc raison pour laquelle je favorise toujours la zone 7006, on va dire 6007, une zone de 1000 $ parce que là ça risque d'être assez punchy et assez volatile, dans laquelle évidemment en tant que vendeur vous récupérez vos profits. Hein.
Ceux qui veulent laisser filer en mode bon bah je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, maximum 5000. Voilà, 5000 pour moi c'est l'objectif baissier de ces tendances et il faut clairement pas essayer de voir au-delà de ça, ça me paraît extrêmement compliqué. On verra éventuellement au-delà de ça dans un second temps, mais arrivé à ce stade-là, rappelez-vous qu'un trade, c'est pas je rentre et on verra bien où ça va aller, c'est toujours je rentre et si on va là, je cherche même pas à comprendre. Il y a toujours une limite à un trade. Si vous mettez pas de limite à vos scénarios, tout simplement ça s'appelle pas un scénario, ça s'appelle du pari, c'est de dire ah ben s'il y a une tendance c'est cool, si elle se renverse c'est pas grave, je prendrai moins de gains, voilà. Toujours un objectif obligatoire dans lequel vous récupérez vos gains quoi qu'il arrive. C'est très important. Donc pour moi, c'est vraiment cette zone-là. Je viserai difficilement plus bas, même si on peut, je vous dis, pardon, cette zone-là, même si je pense qu'on peut éventuellement aller racler jusqu'à 6000, mais ça me paraît quand même compliqué. Hein. 6000, ça fait loin quand même hein, comme distance, et je pense qu'on n'ira que dans un second temps. Ok ? N'oubliez pas, bien entendu, à une fois cette zone-là atteinte, hein, donc la prochaine zone, de vous dire si on arrive là, c'est pas le moment d'acheter, voilà. Mais pour les vendeurs, il y aura une gestion du risque. C'est-à-dire, pour moi ici, selon les signaux, éventuellement un petit TP, 15%, un truc comme ça, mais surtout un abaissement de stop loss, voilà. Donc ces contextes, il faut bien que vous compreniez que les signaux qu'on avait hier, c'était le message que j'essayais de vous transmettre en fait dans Discord, sont plus ou moins normaux. C'est-à-dire que de les voir, c'est pas inquiétant. Vous allez souvent d'ailleurs les voir normalement assortis des petits losanges ou des trucs comme ça. C'est vrai que je l'ai attendu hier, je me suis dit ah putain ils vont nous donner un losange là, je pense qu'on va peut-être pas tarder à l'avoir ce matin. Il faudrait peut-être que ça casse un peu plus ou peut-être qu'on n'a pas assez qu'on a latéralisé trop longtemps ici. Bref, donc pour moi il y a bien ici une zone de cassure, on rejette bien hier et c'est un peu ce que je voulais voir. Le momentum reste baissier, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait toujours pas de nouveau plus haut, les cycles sont bien BR, on vient chercher à chaque fois les supports. Donc j'ai plutôt envie de dire que pour l'instant c'est juste un beau marché baissier, mais qui devrait normalement accélérer. C'est-à-dire que évidemment là tout le monde a vu qu'il y avait une zone de support qui arrive par là. Hein, avec la moyenne, ainsi de suite. Là, il y a un gros cluster avec du volume à partir de 9002. C'est ici, évidemment, que les boules vont essayer de soutenir les prix. D'accord ? Ça, il faut que vous le compreniez bien. C'est là que ça va essayer d'acheter. Donc, arrivé ici, moi, ce qui m'importe, c'est que ça passe pas. Normalement, dans cette zone, on ne doit même pas rebondir. C'est de dire, ici, il y a des mecs qui vont acheter. Vous allez voir le volume augmenter, vous allez voir des tentatives de rebond, et normalement, ils sont vendus, et bam, c'est là où ça part en ligne droite, parce que tous ceux qui achètent là se comprennent que ça ne marche plus, et dans ce cas-là, ils déclenchent les stop-loss, et on vient chercher tout simplement, au lieu de chercher des achats, on vient chercher les take-profit des vendeurs. C'est-à-dire qu'on vient chercher la zone où c'est nous, les vendeurs, qui décidons de prendre nos profits. Là, ici, il n'y a pas un acheteur qui va se positionner. C'est trop agressif pour un acheteur. D'ailleurs, je vous recommande de ne pas acheter cette zone, ou alors vous le faites, mais si vous avez le cœur bien accroché, et l'expérience qui va avec. Donc voilà, pour l'instant, donc moi ce que je vois, ça correspond à ce que je recherchais, à savoir donc ça donne un signal acheteur, ça plafonne, et quelques heures après, boum, on vient clôturer dessous. Donc je l'ai dit, ça pour moi c'est plutôt un signe effectivement que l'effondrement spéculatif se met en place tout doucement. En tout cas, le doute s'est immiscé, et quand le doute s'est immiscé dans une structure parabolique, c'est que c'est normalement déjà terminé. Donc c'est pas encore gagné. Attention, si là ça devait reprendre en ligne droite et venir casser cette zone résistante d'hier, là ça se sera un peu plus gênant. Tant qu'on reste enfermé dans le canal baissier, d'accord, pour moi il n'y a aucun stress. Je pense qu'ici on va continuer de racler jusqu'à accélérer sous la zone des 9000. Voilà, bref, aller traiter cette zone, ça me semble impossible de faire autrement. Et ensuite, on verra. Donc ici, gestion du risque. Moi, j'abaisserai mes stops. De toute façon, je suis le canal de tendance. Je ne vais pas faire simple. Hein. Voilà. Hier, je vous ai dit, OK, il y a un risque. Je place mon stop au-dessus du canal de tendance. Je me suis mis vers 11007, 11008. Là où, normalement, le marché ne devait pas venir me chercher. Bon, il n'est pas venu me chercher. Il continue de casser. C'est tout ce qui m'importe. Je vous montre les bougies daily parce que c'est quand même important. Voilà, donc hier la bougie doji d'hésitation, mais qui clôture quand même en baisse sous le plus bas du jour précédent, qui était quand même un gros jour de baisse. Le volume est en train d'augmenter, les prix baissent, c'est typiquement l'effondrement spéculatif. Voilà, je ne vais pas faire plus simple. Je vous l'ai toujours dit, les bulles meurent dans le volume. À chaque fois qu'il y a du volume, ça crée des ranges, d'accord. C'est-à-dire, vous voyez, hop, ici, pouf, le volume augmente, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de passer 3 semaines à plat pour digérer en fait le volume vendeur. Là, c'est un volume acheteur sur le breakout.
D'accord? Vous voyez bien que le volume qui est rentré ici, il s'est largement fait la malle entre là et là. Donc j'ai pas l'impression que ce marché soit acheteur. J'ai surtout l'impression qu'on a fait rentrer tout un tas de glands et que à ce stade-là, bah voilà, il vaut mieux parier sur l'effondrement spéculatif, quitte à se rater. Hein, encore une fois, je préfère déclencher un stop loss en gain à 11 008 et éventuellement recommencer des ventes ici, que de m'amuser à jouer les scénarios acheteurs de la dernière chance, à dire ça va remonter, la fête va continuer, ainsi de suite. Pour l'instant, les mecs voient toujours la structure parabolique. Il faut que si vous vous mettez toujours à la place de votre adversaire, moi je peux comprendre qu'un boule dise mais non, mais c'est rien du tout, c'est bon, ça va reprendre. Ouais, accroche-toi bien mon gars, parce que là quand même tu as un momentum vendeur et qu'on va commencer à attaquer, à casser le support du momentum, et que derrière ça veut dire soit effectivement on trouve un support ici et tu vas pouvoir sauver ta bulle, soit on va venir te péter le support direct, c'est-à-dire faire un nouveau plus bas que ça, et pour avoir un prix et momentum en accord. C'est-à-dire qu'ici on va pousser comme des teubés, ce dont je pense, enfin ce que je pense bien entendu, et voilà, donc 6005, hein, c'est bien la zone max, on a dit, on ne vient pas plus bas que ça, ici il y a les forts supports de moyen long terme, et je vous rappelle que ça, on ne vient pas jouer à la vente là-dessus, il ne faut pas être débile. Pour le buy and hold, je tiens toujours cette zone-là, c'est-à-dire tant qu'on reste sur ces sommets-là, je ne prendrai pas mes buy and hold tant qu'on ne sera pas à 5006, donc vraiment dans la zone bleue, une stratégie de range par excellence. La stratégie que je vous vends en fait depuis le début. Alors comme d'hab, tout le monde a dit Phil il est trop con avec ses ranges, ça monte en tendance haussière, le mec est juste un gland. Soit, on verra bien si j'avais tort ou pas, mais moi je pense que j'ai raison. Donc je pense que évidemment on a fait des ranges un peu fous en daily, venu chercher carrément les contextes hebdomadaires, alors qu'ils sont plus bas que ça, hein. Mais ça va nous coûter tout simplement des consolidations hebdomadaires. Et comme je vous l'avais dit, on va se mettre sur BTC USD Bitstamp, celui qui nous propose un peu plus d'historique. Voilà. Et là, vous voyez, hop, contexte hebdomadaire, bim, avalement baissier hebdo, exactement tout ce que les boules ne voulaient pas voir. Donc là, ils se prennent une grosse tarte à mèche haute dans le contexte, sur un Fibo, un avalement baissier la semaine suivante. Bon, elle n'est pas encore clôturée la semaine, mais je vois pas de... Enfin, là, ils ont plutôt intérêt à coller une mèche basse s'ils veulent sauver le bousin. Le momentum, bon pour moi c'est complètement une hérésie, enfin c'est un truc de fou, on a un momentum de bulle alors qu'on est sous des résistances, bref. Donc ça se reverse, c'est pas encore foufou, mais quand même on avait un TP ici, donc rappelez-vous le TP c'est une structure qui dit effectivement les mecs prennent des profits, on fait une petite poussée de plus, donc il y a bien un signal ici, c'est une poussée divergente, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Et là on réattaque un momentum bear à confirmer jusqu'à dimanche, mais si ça se met en place, je pense normalement c'est retour à la neutralité ici. Peut-être un peu de momentum vendeur, mais je pense guère plus que ça. Et normalement, derrière, à terme, je pense, la construction d'un momentum acheteur. Éventuellement. Mais imaginez-vous encore une fois que la consolidation de ce mouvement-là est toujours plus longue que le mouvement haussier. Et elle va normalement se mettre en place en daily. Donc pour moi, la structure, c'est un truc un peu comme ça. Okay, et si on arrive à tenir ici un momentum qui se neutralise, d'accord, qui met une petite poussée baissière et qui repart ici, là, on aura prix et momentum en haussier, enfin orienté dans le même sens, en hebdo. Et là, éventuellement, on pourra déborder cette résistance-là et éventuellement viser au-delà des 13 000. Moi, en tout cas, c'est mon scénario. En tout cas, déjà, il va falloir valider ça, c'est-à-dire valider le sommet ici. Pour l'instant, c'est difficile à confirmer. Hein, c'est tellement bullish que là, avant que vous ayez le triangle rouge, il va falloir s'accrocher. Ce qui est normal, hein, en soi, les outils ne sont pas faits pour détecter ce genre de retournement. Vous voyez, quand les bougies sont comme ça, je ne pourrais jamais vous mettre un triangle rouge ici, vous imaginez un peu le truc. Alors si, il faudrait à la limite que je code pour détecter les structures paraboliques ou un truc comme ça. Mais voilà, là il faut savoir que c'est compliqué pour moi de m'adapter à ce genre de marché. Encore une fois, ces marchés sont rares. Je sais que pour la plupart, vous imaginez que la bulle c'est la vie, mais encore une fois, c'est pas le cas. Hein. Et c'est même des structures plutôt rares. Bref, je reviens. Donc, en hebdo, hop... Ah, on n'a pas encore renversé les contextes, hein, alors que normalement on est supposé l'avoir fait. Alors c'est quand même assez bizarre que ça ne l'ait pas fait. C'est quand même assez étrange. Normalement, ici, je pense qu'on a atteint la zone. Ah oui, mais oui, comme on fait une grosse mèche, ça passe pas. Donc, à surveiller. Normalement, je pense que les contextes hebdo ne devraient pas tarder quand même. Ils auraient dû se réajuster. Mais c'est pas le cas. Bon. Donc patience, hein, pour l'instant, ça pourrait même dire que c'est pas bon. Hein. Enfin, dans le sens là, comme ça, si on échoue vraiment ici, c'est-à-dire si on repart un nouveau coup, je pense que c'est bon.
Hein, on devrait retourner cette fois les contextes hebdo. Si on devait se péter la gueule comme ça, attention à ce qu'on ne fasse pas le scénario que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire pas de nouveau plus haut ici, enfin de nouveau plus bas plus haut. On essaye ici, on fait rentrer tous les glands et bam, on vous recte un bon coup, on vient chasser tout le monde sous 3000 et on vient chercher les contextes hebdo, hein, ici vers du 1008, 2000, enfin en tout cas sous ces bottoms-là. Ok, donc faites attention à ça, c'est que ça reste quand même le risque. Moi, pour l'instant, je ne favorise pas ce scénario comme je vous ai dit. Je préfère rester seulement 1 à 2 coups en avance, pas plus. Je pense encore une fois qu'il y a au moins direction les 7000 et ensuite derrière un gros cluster décisionnel ici vers les 5100, 5002 là. Et ici, on avise. Voilà, entre ces supports majeurs, je dirais entre 5008 et 5000, enfin et 4008, il y a vraiment une grosse zone d'hésitation. Et ici, en fonction de ce que j'aurai sur les prix, je pourrais vous dire ce que je fais. Si ça bloque, que le momentum s'écrabouille, qu'on n'a plus aucune volate, éventuellement je tenterai un buy and hold avec un stop. Et si ça stoppe, et bien évidemment, dans ce cas-là, je sors tout et j'attendrai pour acheter plus bas. J'attendrai plusieurs trimestres. J'attendrai tout simplement que mes amis spéculateurs soient une nouvelle fois dégoûtés de ces marchés. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des cryptos parce que ça n'intéresse plus personne. Allez, marché action, je regarde si on peut faire quelque chose. Quand même, elle est pas belle la clôture hier. Qu'est-ce que ça donne sur SPX? Ouf, ah ouais, alors bon, c'est pas bandant. Après, on tient quand même donc la clôture au-dessus du plus haut historique. Mais la clôture reste négative après un gap haussier. Ça, c'est pas très bandant. C'est pas très bandant. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ça? Bah, honnêtement, j'en sais rien. Est-ce que ça peut générer une vente? Je pense pas. Je pense quand même que si vous avez pris des ventes intraday, ça vaut le coup de les tenir. Je vais voir s'il y avait une structure vendeuse hier quand même. On va faire de l'intraday. Vous savez quoi? On va se garder les clôtures trimestrielles pour un autre jour, parce que je pense qu'on peut faire un truc aujourd'hui sur le S&P 500. Je m'attendais à une séance bien merdique hier, et en fait, pas le cas. Il y a des choses intéressantes. Alors, on fait de l'intraday. Donc, on fait notre stratégie intraday S&P 500, on prend son SPX en daily, on regarde les gaps. Donc effectivement hier on a laissé un gap ici, donc ça démarre 29,52, ok, et 29,44. Donc 29,44, 29,52, obligé, d'accord, notre précédent gap. Hop, on va le reporter ici. Putain, je pourrais faire un indicateur de détection de gap en fait. Bon, enfin c'est compliqué quand même, mais sur cette plateforme ça va être compliqué. Donc on a dit 29,52, bon, enfin le plus bas là, hein, voilà, jusqu'à 29,44, c'est-à-dire normalement, on était là en clôture le jour précédent. Ah oui, donc jusque là, ici, hop, 29,44. Donc là, c'est ce qui nous reste de gap ouvert pour aujourd'hui. Donc il faut bien noter ça. Hier, on a déjà mangé dans le gap, donc aujourd'hui, normalement, on va le refermer. Enfin, ça me semble plus ou moins probable. Enfin, plutôt probable. Donc le principe est de dire, quand on referme un gap dans les deux, allez, normalement, c'est entre 2 et 5 jours. C'est ce qu'on appelle un gap d'essoufflement. C'est-à-dire que le marché tente accélération, ça passe pas, merde, les mecs n'achètent pas, et du coup, qu'est-ce qui se passe? En général, on forme un range derrière. Donc, ici, ça ne veut pas dire on va se retourner, ça veut juste dire qu'on a un range. Rappelez-vous ce que veut dire un range, ça veut dire chouette, les spéculateurs peuvent travailler. Donc, c'est un peu de mon job, hein, comme d'hab, je vous dis, il y en a beaucoup qui vous disent les ranges, il ne faut pas trader. Bon, pour moi, je vous dis, les ranges, il faut les trader. C'est là où vous prenez de l'argent plus ou moins facile, à condition que vous arrêtiez de trader n'importe comment, de chercher des structures héliotistes et autres conneries du genre. Un range, c'est simple et bête et méchant. Il y a 1, 2, voire 3 trades à prendre dans un range, pas plus. Une fois que vous les avez pris, ça vous donne du cash pour prendre du risque. C'est-à-dire, vous prenez 1, 2 gains assez faciles dans le range. Vous me réinvestissez tout ça parce que vous avez pris un choix. D'accord? Encore une fois, c'est un choix personnel, un avis. C'est-à-dire que vous voulez acheter ou vous voulez vendre parce que vous pensez que, et voilà, ok, soit. Mais derrière, vous utilisez vos gains spéculatifs pour choisir ce camp. Et attendre évidemment le timing qui vous correspond. C'est-à-dire, si vous avez fait le choix de dire, moi je vends ce marché parce que telle ou telle raison, plus ou moins rationnel, encore une fois, quand moi je vous dis je veux vendre tel marché pour telle et telle raison, je pense que ma pensée est plus rationnelle parce que j'ai juste plus d'expérience, mais en soi on s'en fout, c'est un jugement de valeur. Donc vous choisissez achat, vente, ce qui m'importe c'est que vous vous mettiez dans les conditions qui sont favorables à votre choix.
ce qu'on appelle donc la gestion de son risque. Donc ici, admettons, bon, moi vous savez quel biais j'ai à Wall Street, je les emmerde les Golden Boy et je ne pense pas une seule seconde qu'ils vont réussir à leur coup de poker, mais qu'ils vont bien nous créer une belle crise financière. Et évidemment, donc pour l'instant, je traderai plutôt à la vente. Donc c'est de dire, hier, il fallait quand même être bien chaud bouillant pour vendre. Est-ce qu'on avait des signaux? On va essayer de voir ça. Donc toujours en cas de notre marché en horaire. Donc là, moi, mon choix est fait. Hein. Encore une fois, je vous développe la stratégie. Le principe est de dire, faire un choix. Moi, depuis toujours, c'est juste vente only. Je n'achète que dalle à Wall Street. Je trouve ça trop dangereux. Tout simplement parce qu'un jour, ils vont se prendre un Black Swan ou un n'importe quoi. En tout cas, le risque de se prendre un Black Swan augmente considérablement. Et je ne veux pas être là le jour où ils se prendront une dérouillée comme les mecs qui se le sont pris sur le Bitcoin. Donc, admettons, voilà, quelle est cette structure? Je suis un peu emmerdé, ça ressemble à de la tendance. Hein. Vous avez un canal de tendance très fin, d'accord, très très fin, au sein d'un gros canal de contexte qui se fait arracher au sommet. D'accord. Ici, on n'a pas eu de range, mais on a eu des signaux de range acheteur. Bon, c'est assez bizarre comme truc, parce que normalement, on ne passe pas de mouvement baissier à mouvement haussier. Mais bon, à Wall Street, vous avez compris que plus personne ne réfléchit. C'est plus de dire quand Powell ouvre sa bouche, on achète. Quand Trump ouvre sa bouche, on vend. Et c'est ça qui fait bouger les marchés. Donc là, c'est plutôt de dire, voilà, on arrive ici, ça ressemble à quoi? Un excès final. Puisque là, on aurait eu donc les phases de breakout, mais non préparées, c'est-à-dire des renversements catalysés. Voilà, c'est de dire merci Power, c'est grâce à toi qu'on arrive à casser des résistances sans accumuler, sans donner de pré-signaux et tout ça, tout ça. Ça pousse. Moi, je dirais ici, c'était des candidats potentiels pour des excès finaux. Mais bon, les structures rouges, encore une fois, ça colle pas. Hein. Je vous rappelle, l'excès final, c'est toujours du TP, du exit, des trucs comme ça. Les signaux rouges, c'est des signaux de tendance baissière. Parce que vous voyez ici une tendance baissière. Et on revenait chercher les sommets historiques ici. Donc ça, non. Moi, je pense que c'est pas le genre de truc que vous pouviez trader. La divergence, là, oui. C'est-à-dire que ça pouvait être un candidat potentiel d'excès final. C'est-à-dire que là, il y avait bien une vente à prendre. Et là, ici, est-ce qu'on peut trader ça? Il y a un TP. Alors, ça me semble pas intradable, mais j'ai pas l'impression non plus que hier, il fallait être super agressif. En gros, si vous preniez ce trade-là, qui était tout à fait prenable, hein, encore une fois, une target, un triangle, des signaux, ça restait des signaux gris, à savoir, vous y allez mollo, et je pense pas que ce soit le sommet de marché. Donc, je pense qu'on ira un petit peu plus haut que ça. Soit aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce cas-là, on tente de déborder et on écroule derrière, on vient clôturer le reste du gap. D'accord. On note bien nos zones en horaire. D'accord. Normalement, rappelez-vous, un excès final, ça se fait en débordement des contextes. Ok. Donc là, théoriquement, c'est plutôt 3000. Voilà. C'est plutôt de dire, c'est au-delà de 3000 que se trouvent nos résistances horaires. Ok. Hop. Et ici, le support se trouve au niveau du contexte et sous ce dernier. Voilà. Moi, je dirais grosse zone support ici dans laquelle interdit de vendre. Je vous rappelle qu'en horaire, le but est juste de trouver un cadre au marché, de dire ce marché est plutôt ceci, plutôt cela. Donc là, moi, je dirais plutôt qu'on a affaire à un marché de range, c'est-à-dire un marché de fin de tendance haussière, mais donc un range dans lequel on va quand même doucement sur les ventes pour l'instant. Okay, on a toujours un bout de gap ici qui peut être un gap, un objectif technique, de dire en gros on revient clôturer le gap et derrière on va essayer de venir chercher la zone rouge. Donc on a une zone technique intermédiaire, on a une zone de support, si on vient la chercher ici, c'est bien, on pourra donc dire que ça c'est un sommet potentiel et qu'on est en train de former un range. Okay. Et donc en 15 minutes, comment on exploite ça? Ici, on doit tracer des scénarios. D'accord. On a bien vu nos zones cluster, on va regarder comment sont orientés nos contextes en 15 minutes. Pour l'instant, toujours à l'achat. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de dire, si on vient clôturer le gap, le contexte 15 minutes va être va être refermé. Dans ce cas-là, je dirais attendre. D'accord. C'est-à-dire que ça va se rediriger comme ça. Ok. Attendre dans ce cas-là, un débordement ici et des signaux vendeurs. D'accord. Et de préférence là-dedans. C'est-à-dire, si ça dérouille, d'accord, si on vient juste clôturer le gap et revenir chercher les contextes vendeurs, soit vous attendez des signaux vraiment clairs, type exit, des signaux forts. Si c'est que des TP par là, vous laissez faire et vous attendez la grosse zone rouge là-haut. Je pense que c'est celle-là qui a le plus de chances de travailler. D'accord. Dans ce cas-là, là-haut, vers les 3000, le milestone du S&P 500, vous attendez gentiment qu'on vienne trader cette zone. Hop, désolé. Évidemment, là-dedans, c'est tradable, mais
vous garderez toujours les stops un peu plus haut et il faut vraiment attendre des signaux de bonne qualité pour trader hors zone. S'il y a du exit ici, vous n'hésitez pas à y aller si ça respecte la stratégie. Hein, voilà. Mais si c'est que des TP, voilà, toujours pareil, vous attendez. Mais moi je connais mes outils, je peux vous dire qu'à l'intérieur de cette zone-là, c'est probablement que du TP que vous aurez, mais là-haut des exits. Donc moi c'est plutôt de dire c'est des structures comme ça. Ici ça va vous donner des signaux mais de piètre qualité, ça va baisser un peu puis ça fera un excès. Voilà. Et c'est plutôt de dire c'est cet excès-là qui m'intéresse, proche de la zone. On vient tâter les 3000, on fait parler les cons, on déclenche des algos, des trades et compagnie. Et ensuite, on peut enfin reverser dans l'autre sens. Ok? Donc moi, c'est ce que je vais surveiller ici, puisque en horaire, je vois qu'il y a encore de la place. Ensuite, option numéro 2, option un peu plus bearish, d'accord, ou un peu plus bullish, on y va direct. Bon, ben dans ce cas-là, vous attendez vraiment qu'on rentre dans la zone, d'accord? Dans ce cas-là, le premier signal initial ici, à moins que ce soit vraiment du exit, vous ne touchez pas, vous attendez qu'on rentre dans le haut de la zone, ok? C'est-à-dire si on devait y aller direct, c'est-à-dire là on trouve un support sur les supports 15 minutes, on ne clôture pas le gap, vous n'allez pas vous amuser à passer vendeur avant qu'on atteigne les 3016, ok? Option numéro 3, un peu plus bearish, on vient ici, ça rebondit, ça revient chercher le cours d'ouverture et ça revient casser la zone, c'est-à-dire on passe sous le niveau du gap. Là je pense qu'on ira direct dans la zone bleue, chercher du support pour faire le range. Normalement si on fait ça, ce qui m'intéresse c'est de voir si on arrive à casser ça, c'est-à-dire si on trouve un support immédiatement sur le bas de la zone, c'est que les mecs ils veulent rien lâcher. Si on arrive à rentrer et à casser le plus bas ici, là ça devient intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer vendeur, encore une fois, ici. Ça veut juste dire, normalement, on viendra chasser les stops, et ensuite, on viendra former un range ici, d'accord? Former un range comme ça, et c'est par là qu'on viendra chercher nos ventes. Ensuite, mais dans ce cas-là, pas aujourd'hui, plutôt demain. Okay, c'est de dire, si on part sur le scénario complètement bear, si vous avez les trades là-haut, tant mieux. Ici, vous prenez 50% de gains et vous les réinvestirez par là. Okay, mais demain. Okay, pour les scénarios intraday. Dans le cas du scénario baissier, moi je pense qu'il est compliqué à traiter parce que ça requiert des clôtures 15 minutes sous cette zone-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trader en breakout. Après, si vous avez une structure d'accumulation, là oui, c'est-à-dire que si vous avez un trade en 15 minutes de type breakout sur cette zone-là, ça peut être pas inintéressant. C'est-à-dire que si le marché ici donc fait clôture de gap, revient chercher le canal de tendance, c'est-à-dire ici on renverse le canal de contexte, d'accord, et là votre canal de tendance il va se retrouver comme ça, et si ici ça fait canal de tendance, recontexte et breakout, d'accord, là ça devient intéressant, ok? Vous captez le truc? Toujours breaker une ligne de tendance. Donc normalement ici le breakout, si je ne m'abuse, il se mettra sur ce type de ligne de tendance, entre le creux ici et celui-là. Il faut donc qu'ici on forme un canal baissier et qu'on vienne breaker le canal baissier pour vous dire ok, je prends mon trade en breakout et vous oubliez surtout pas de venir récupérer vos gains direct dans la zone bleue. Ce sera un petit trade, faible risque, mais c'est voilà. Dans le cas d'un scénario baissier, pour moi c'est le seul trade que je vois à faible risque à faire en intraday. J'espère que ça vous parle un peu tout ça. Alors ça peut vous paraître un peu compliqué, c'est normal, hein, mais vous verrez qu'en soi c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'identifier les zones clusters dans lesquelles vous allez faire des choses. D'accord? On ne sait jamais trop, aujourd'hui c'est du range, donc il faut 3 scénarios. Un scénario haussier, un scénario neutre, un scénario baissier. À partir de là, vous savez comment vous allez réagir sur chacune des zones. Vous savez qu'ici, quoi qu'il arrive, c'est soit encaissement de vos ventes partielles ou totales selon votre niveau d'agressivité. Achat, si vous avez des visions plutôt acheteuses sur ce marché. Cette zone-là, c'est juste la zone technique du gap. Donc, ça peut être une zone en breakout ou une zone de rebond, c'est-à-dire une zone de support, soit une zone qui viendra breaker pour marquer la fin de la tendance haussière. Et ici, c'est la zone où on vend sans trop réfléchir. C'est le haut du biseau daily. Hein, voilà. C'est de dire, on arrive là-haut, quoi qu'il arrive, tout le monde va shorter. Hein, voilà. Donc peut-être pas forcément en daily, c'est-à-dire que c'est peut-être pas aujourd'hui qu'il faudra faire les ventes là-haut, sauf si je vous dis on va arracher direct la zone des 3016, 17, 20, là je pense qu'il faut y aller direct dès aujourd'hui, mais ça me paraît quand même assez peu probable. Voilà, moi je dirais plutôt donc aujourd'hui une clôture de gap, et je serais curieux de voir comment on réagit sur cette zone-là. On est toujours à 105%, tout le monde a vu cette zone-là, tout le monde pense qu'on va y aller, il y a les 3000 compagnies, et c'est ce qui me donne envie de penser qu'on va pas y aller. Voilà. Donc faites très attention encore une fois à ces marchés. Si on se retourne ici, ça veut dire qu'on est toujours dans les mêmes stratégies de range, c'est-à-dire que les mecs s'imaginent tous qu'on va continuer de monter, que tout va bien, alors qu'il n'y a rien objectivement qui permette de monter. Mais que les mecs se sont tellement bourrés le mou depuis quelques semaines à dire que les vendeurs n'a réussissaient jamais rien, que pour eux, les acheteurs réussissent tout, mais avec rien du tout qui supporte, et c'est ça qui est assez gênant. C'est-à-dire que ces mecs-là, typiquement, le prix baisse, et d'un coup, ils vont se remettre à vous dire « Ah oui, mais on baisse, c'est bear, le marché... » Voilà, donc en gros, l'analyste de base,
Quand ça monte, il est haussier. Quand ça baisse, il est baissier. Et quand il a eu tort, il n'a jamais eu tort. Quand il a raison, c'est lui le plus fort. Bref, vous avez compris le principe, tout sauf des traders. Bref, pour ma part, donc, favoriser les ventes. Je ne sais pas exactement où pour l'instant. Je ne serais pas surpris qu'on se pète la gueule ici, hein, très sincèrement. Mais ça nécessitera pour ma part donc une clôture du gap, la formation de range en 15 minutes et la cassure baissière de ces ranges pour pouvoir, pour ma part, réinitier des trades vendeurs à Wall Street. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Je vais regarder le gold quand même, voir ce qu'il me fait. Bon, c'est pas encore complètement faramineux comme hausse, hein. Pour l'instant, ça reste timide. C'est timide. Mais là, vous voyez qu'il y a zéro volume. C'est typiquement ce qu'on appelle les zones de décrochage, les zones des zones dans lesquelles on n'ira pas. Je pense qu'on ira là-dedans plus tard quand on retracera à la baisse ces zones-là. Voilà. Donc pour moi ici, support, je ne vois pas de raison de revenir tester ces zones de prix. Je m'attends normalement à ce que le gold serait apprécié. Donc encore une fois, plutôt des scénarios favorables au risque baissier. On va regarder notre pote le VIX où il en est. Même chose, j'ai plutôt envie de dire que il y a un peu de marge encore au sud, un tout petit peu, hein, mais en termes de marqueur de risque, hein, je pense toujours encore une fois, c'est on forme des ranges par là, on casse tout ça, on vient chercher la zone sous les 13 et ensuite derrière, pour moi, c'est parti. J'aimerais bien qu'on le fasse, donc comme d'hab, rappelez-vous, alors j'ai pas la date du rollover, mais je crois que c'est comme d'hab vers le 15. Et il me semble sincèrement que, comme d'hab, ils vont tout faire pour nous faire clôturer l'expiration mensuelle au plus bas. Donc j'ai plutôt envie de dire, proche du 15, le creux majeur là qu'il faudra acheter. Et alors la prochaine expiration de VIX, elle, je vais me mettre dessus et comme il faut. Voilà. Donc Gold VIX, hein, vous avez bien compris le truc. Je vais regarder les junks. Junks hier, ça vend. Ok, on est bien en rejet. Des zones résistantes et pas qu'un peu. Signaux de range, ça reverse. Pas beau, hein, voilà, je sais qu'il y en a qui aimeraient bien, mais bon, là, ça, c'est du gros gap d'essoufflement dans un range. Ça pue la sortie baissière du range, c'est-à-dire fausse sortie haussière. D'accord, vous voyez bien le range, hein, il est là. C'est un range probablement à plat. Mais donc ici, fausse sortie baissière, fausse sortie haussière. On va retourner en bas direct, mourir ici, et ensuite, derrière, on aura la résultante. Mais là, je pense qu'on a probablement une chute à venir sur le truc, éventuellement ce type de structure. Hein, donc un range hésitant pendant encore les prochaines sessions, jusqu'à ce que le VIX nous donne une direction et ainsi de suite. Hein. Mais je pense toujours, donc moi, je favoriserais plutôt les ventes à Wall Street quand même, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde va vous dire c'est une tendance haussière, arrêtez, on ne vend pas les sommets historiques. Ben, en attendant, les mecs qui n'ont pas vendu les précédents échecs au sommet historique, ils étaient bien mal barrés derrière. Donc, moi, je pense qu'il faut rester vendeur. Pour l'instant, je n'ai pas spécialement grand-chose pour le faire. Il y a bien un signal en daily ici qu'on tente de déborder, mais vous voyez bien que le gap n'a pas tenu pour l'instant. Donc, pour ma part, plutôt des visions baissières à Wall Street pour l'instant, à confirmer aujourd'hui, sauf si on veut donc se diriger en force vers les 3000. Mais moi, je ne vois pas de quoi satisfaire ce marché. On a le NFP vendredi, c'est le seul catalyseur qui reste. Les NFP jusqu'ici ont été bons. Je vous rappelle que le marché sur l'emploi, pour moi, c'est le seul truc qui tient bien Wall Street pour l'instant. C'est-à-dire c'est la seule stat qui n'a jamais failli. Avec un taux de chômage à 3,6, enfin on est sur des plus bas historiques de tout, et à tel point que sérieusement moi je pense qu'il faut même se poser des questions sur ces statistiques et leur réalité physique. Mais bref voilà, donc à un moment donné ce truc là ça va rater les consensus et c'est là où ça va dérouiller. Hein. Je vous rappelle, première crise sur le S&P 500 ici à cause des CPI, d'accord. Bon là on ne devrait même pas parler de ça, on fait du fondamental ici pour les scénarios swing. Mais donc voilà, hein, ici c'était échec sur raté sur les CPI, raté sur la croissance. Ici, tout simplement, on peut très bien avoir le raté sur le marché de l'emploi. Hein. Voilà. C'est juste pour vous donner des perspectives et vous dire pourquoi le NFP vendredi est très important et pourquoi on peut très bien effectivement ranger dans cette zone-là et non pas aller chercher la zone tellement évidente que tout le monde imagine au-dessus de nos têtes. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Trader sereinement, je pense aujourd'hui donc effectivement plutôt des ranges et donc ce gap comme cluster technique intermédiaire.